Malik Yacoubi, tu es le cofondateur et CEO de Nesto, une plateforme fintech qui permet à tout Canadien d'obtenir une hypothèque au plus bas prix garanti. Lancée en 2018, l'organisation s'est donné les moyens de ses ambitions en levant plus de 160 millions de dollars en financement et en passant de 16 employés au début de la pandémie à 310 au moment où on se parle. Malik Yacoubi, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Hey, salut Antoine, ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Et Malik, avant qu'on analyse ensemble ton parcours en affaires, est-ce que c'est possible pour toi de donner un petit peu plus de contexte à notre audience pour bien expliquer ce qu'est Nesto? Absolument. Fait que je pense que tu l'as bien dit, on est une plateforme de prêt hypothécaire en ligne qui permet aux Canadiens d'avoir accès aux meilleurs taux, aux meilleurs produits hypothécaires de manière transparente, digitale, partout à travers le Canada, rapide, la meilleure expérience disponible avec le meilleur taux. Et c'est une plateforme, c'est 2018. Ça fait pas longtemps de ça maintenant. Et déjà là, vous avez été capable de faire énormément de croissance. On en parlera d'ailleurs un tout petit peu plus tard. Mais bon, Malik, Nesto, c'est pas ta première organisation. Tu as un parcours en affaires assez étoffé. Tu as lancé plusieurs organisations, mais je pense que la première d'entre elles qui a vraiment eu de la traction, et ça serait intéressant d'en parler ensemble, c'est Mobilito. Mobilito qui, je crois bien, tu as lancé vers 2004. Est-ce que tu pourrais nous ramener un petit peu à cette époque, nous dire qu'est-ce qui t'a poussé à ce moment-là à vouloir lancer l'organisation et comment tout ça s'est mis en place? Absolument. Donc, ma première business, on l'a lancée en 2000 avec mon cofondateur, là, Karim Ben Abdallah, qui est aujourd'hui encore le cofondateur et CTO de Nesto. Là. Fait que ça fait 23 ans là, qu'on est ensemble. Fait qu'on a fait un paquet d'affaires en 2000 puis 2004 qu'on a réussi à monétiser. Puis, on a décidé qu'on se lance un nouveau projet. Et c'est quelque chose d'assez particulier. En 2003, là, j'ai reçu, je pense, mon premier texte-message. Puis je me suis dit, c'est la révolution. Le mobile, ça va être la révolution. Tout le monde va faire tout avec son téléphone mobile. Il faut qu'on lance quelque chose là-dedans. Puis à ce moment-là, ben, c'était pas grand-chose autre que des messages textes, puis des sites web absolument pas accessibles sur un mobile. Là, c'était des flip phones. Et on s'est quand même décidé de se lancer dans la mobilité pour rendre les contenus plus accessibles via le mobile et faciliter les communications entre les gens. C'est là qu'on a lancé Mobilito, là, Karim et moi, en 2004. C'était avant l'iPhone, c'était, comme tu dis, timing is everything. Là, moi, on a fait la traversée du désert là, jusqu'à l'arrivée du iPhone. C'était quelque chose. Il fallait convaincre les gens que le téléphone mobile allait devenir indispensable à tout le monde. Hmm. On était des missionnaires à ce moment-là. Donc, 3 ans peut-être un peu plus complexes entre 2004 et 2007 parce que le public, le marché n'est pas prêt nécessairement à ce moment-là, mais tranquillement, j'imagine que ça l'a accéléré. Vous êtes une organisation de services, Mobilito, et vous avez quand même été capable d'avoir des mandats assez colossaux. Est-ce que tu dirais que ces mandats-là, ça l'a pris 3 ans avant de les avoir ou même au départ, tout de même, il y avait quand même ce qu'on pourrait appeler en anglais des early adopters qui comprenaient la dynamique et qui faisaient affaire avec vous? Oui, ben, on a réussi à en avoir plusieurs, là, des early adopters qui ont voulu faire avec nous, mais on fait cocasse, là, puis c'est vraiment plus vrai aujourd'hui. Là. C'est des choses comme ça. Là. Mais on vient de Québec. Fait qu'on était basé à Québec et on avait cette compagnie de mobilité-là qui voulait avoir des clients partout à travers le Canada. Puis en Montréal. Il y a un grand média québécois là, qui considérait vraiment travailler avec nous. Puis, à un moment donné, il nous a dit, you know what, je peux pas faire affaire avec le Québec, c'est trop loin, c'est trop compliqué. J'aimerais mieux avoir quelqu'un à Montréal, fait que je pense pas qu'on va travailler ensemble. Puis le lendemain, on a pris la décision de déménager à Montréal. Une semaine après, j'étais déménagé. Et on a eu le mandat avec des médias qui étaient Astral. Donc, c'est comme ça que ça. C'est ça, un entrepreneur. Il voit les opportunités, il fonce sur les opportunités, puis il est capable par la suite de faire en sorte que l'organisation soit capable d'avancer. Donc, un mandat, Astral Media,
souvent ces grandes organisations-là, qu'on est capable de travailler avec une d'entre elles. Il y a d'autres mandats par la suite qui peuvent tomber avec d'autres plus grandes organisations. Est-ce que c'est ce qui s'est déroulé? Le mois a commencé à se passer qu'il y avait une organisation en prestation de services qui avait pris une verticale de téléphone mobile qui ne devait pas être tellement populaire à l'époque. Vous deviez être un des seuls, là. Non, non, c'est sûr, on était un des seuls, donc on a commencé à travailler avec plusieurs autres médias, le Québécois, Jessica, La Presse, leurs différents sites web qu'on a mobilisés. Là. Maintenant, c'est comme la base. Mais à ce moment-là, il n'y avait rien qui était disponible sur le mobile. Là, fait qu'il fallait les adapter pour les BlackBerry, puis, éventuellement les. Fait qu'on a pratiquement travaillé avec tous les médias canadiens pour les rendre accessibles sur mobile. On a fait des ententes avec tous les opérateurs canadiens à cette époque-là. Puis, tu sais, aussi, là, on a rencontré qui est encore un très bon ami, notre Dan Robichaud, qui avait plusieurs entreprises en technologie aussi à cette période-là. Puis lui, il y avait une autre compagnie qui faisait du paiement par ligne fixe là, pour donner accès à des contenus sur Internet. Puis, on a fait quelque chose de complètement inhabituel que j'ai jamais revu personne faire, mais on a décidé de merger les deux compagnies ensemble. On a fait un swap d'actions entre Mobilito et sa compagnie à l'époque qui s'appelait Telnip, qu'on a renommé Payment Pin, puis qu'on a mobilisé aussi, puis qu'on a permis aux usagers de facturer directement sur leur ligne de téléphone mobile. Fait que ça a commencé au Canada, puis après ça, on l'a épandu à travers le monde. Fait que ça a été connecté avec, si je me trompe, 165 opérateurs à travers le monde pour permettre aux clients de contenu virtuel de facturer directement sur leur téléphone mobile versus la caméra. On a eu comme ces deux compagnies-là en parallèle qu'on a bâti à travers les différentes plusieurs années. Et où ton temps allait dans tout ça? Parce que Mobilito, quand même, une entreprise de service a besoin d'un opérateur qui est là pendant un bon bout de temps pour s'assurer que l'entreprise soit capable de suivre la bonne direction. J'imagine qu'également un projet tech de cette envergure-là, vous deviez mettre du temps. Comment vous distinguez un petit peu le temps de toi et ton cofondateur à ce moment-là? Écoute, lui, ça a toujours été le CTO. Moi, j'ai toujours été comme plus le business guy ou le CEO. Donc, on avait des bonnes équipes. On travaillait à faire avancer les deux projets en parallèle. On n'avait pas d'enfants non plus. Fait que peut-être que c'était plus simple à ce moment-là. Et bon, finalement, ces entreprises-là ont quand même eu un dénouement assez intéressant. Mobilito a été vendu à Cossette, on en parlera dans quelques minutes, mais j'aimerais revenir peut-être à Payment Pin, qui est l'organisation qu'on parlait un petit peu Ouais. plus tôt, les paiements qui se font par téléphone cellulaire, comme tu le mentionnais. Une sortie intéressante aussi. Je pense que vous avez été acquis par une organisation américaine, si je ne me trompe pas. Effectivement. Donc, on a vendu la compagnie à un groupe américain l'année, pour certain. Autour de 2011, donc tout de suite un peu après quand on a vendu Mobilito. Puis là, c'est là qu'on s'est comme séparés, là, Karim et moi, où est-ce que lui, il a vraiment continué à runner la business de paiement. Et moi, j'ai continué avec Mobilito, qu'on pourra en parler par la suite. Donc, on a vendu à un groupe américain, le plus grand groupe de paiement mobile au monde à ce moment-là qui faisait du carrier billing. Il y avait une capacité de lever de l'argent aux États-Unis à cette période-là beaucoup plus facile qu'au Canada. Heureusement, là, ça a beaucoup changé, là, mais plus c'était tout de suite après la crise de 2008, là, qui était toute qu'une année pour être en affaires. Hmm. Et bon, Karim d'un côté, Malik d'un autre côté. Mobilito, finalement, un dénouement intéressant. Cossette fait l'acquisition en 2010, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui les Ouais, intéressait, eux autres? C'était l'équipe, j'imagine, qui devait avoir de plus en plus des demandes de clients reliés au mobile et il n'y avait pas nécessairement ce département-là à l'interne. effectivement. Fait qu'il y avait pas l'équipe, il n'y avait pas nécessairement l'expertise ou les technologies pour être capable de rendre accessibles les contenus des différents annonceurs sur les plateformes mobiles et il donne tout le crédit à Pierre Lalande,
qui est un grand visionnaire chez Cossette, là, qui a lancé toutes les divisions pratiquement qui ont réussi à faire le succès de Cossette à travers le temps. Puis lui, il voyait vraiment la mobilité comme quelque chose qui allait être clé dans le futur. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé de faire l'acquisition, que je me suis joint à l'équipe, que j'ai commencé par l'idée, l'équipe le conseil de marketing mobile chez les grands clients de Cossette. Hmm. Et dis-moi, quand tu as été entrepreneur tout le début de ta carrière et que tu te retrouves, il y a une acquisition, très souvent dans des acquisitions dans le domaine du service, il y a ce qu'on appelle en anglais un earn-out, c'est-à-dire on met la main sur l'entreprise, on demande aux différents dirigeants de rester quelques années. J'imagine peut-être qu'il y a eu ça avec les gens chez Mobilito. Et tout de même, tu restes 8 ans. 8 ans chez Cossette. Ça n'a pas été trop dur de passer d'entrepreneur à clairement gestionnaire assez important dans l'organisation. Je pense qu'à un certain moment, tu étais en charge de tout le département technologique chez Cossette. Mais tout de même, comment s'est faite cette transition? Oui, ben fait, initialement, je pensais rester 2 ans. Hein, c'était ça qui était le deal. Puis, t'as raison, je suis resté 8 ans. Donc, c'est pas nécessairement habituel, mais puis, tu sais, j'ai toujours dit, le Cossette, ça a été ma première job, puis ma dernière job. Ça va être ma dernière job. En tout cas, à suivre, là, faut jamais dire jamais, mais c'était comme ça un peu que je le voyais, mais c'est une boîte spéciale où est-ce que c'est super entrepreneurial. Donc, on avait Hmm. une mission claire qui était de réussir à augmenter les parts de revenus en numérique j'avais une marge de manœuvre qui était très grande. J'avais des collègues exceptionnels, j'apprenais plein de choses au quotidien et il y avait des super défis. Puis c'était le fun. Bon, c'était Cossette, là, dans les années où j'étais là, c'était vraiment une équipe gagnante. Fait qu'on gagnait, c'est le fun de gagner, c'est le fun Ben oui. d'apprendre. Puis, mes enfants grandissaient, fait que c'était peut-être aussi confortable. Des Vraiment, là, tu sais, tout ce que j'ai appris là-bas, je vais toujours garder ça dans ma boîte à outils là, pour le futur. Hmm. Et tu étais chef des opérations digitales chez Cossette. Est-ce que tu es capable de nous parler un petit peu de cette évolution-là? Est-ce qu'il y a certains mandats, certains lancements, certains changements spécifiques qui se sont opérés chez Cossette quand tu étais avec les équipes? Qu'est-ce que vous avez fait qui t'a rendu fier à la fin de ton mandat? Tout- Tu sais, c'est la somme de toutes les actions qu'on a faites, mais on a gagné plusieurs mandats. Tu sais, par exemple, le lancement des SAQ Inspire, on était directement impliqués, on gérait le programme pour la SAQ, on gérait le programme de points pour on a lancé des commerces électroniques en B2B, là, qui ont fait de 0 à 300 millions de dollars de revenus. On a géré des grands programmes de relationnel. On a lancé des écosystèmes numériques complets pour Tourisme Montréal, Destination Canada. Écoute, on en a fait énormément Hmm. de mandats qui étaient technologiques, stratégiques, puis dans du temps. Écoute, c'était même pas. C'était même pas. Et là, à un certain moment donné, l'appel de l'entrepreneur revient. L'appel de l'entrepreneur revient, tu le dis un petit peu plus tôt, ton collègue de toujours avec qui vous avez fait les 100 coups, que vous avez vendu deux organisations, vous vous remettez ensemble, vous avez une idée de projet qui finalement deviendra Nesto. Remets-nous un petit peu en contexte. Toi, tu es d'un côté chez Cossette. Est-ce que Karim, à ce moment-là, était encore chez Payment Pin ou bien entendu chez l'organisation qui avait fait l'acquisition? Comment ces discussions-là se déroulent? Ouais. Fait que Karim, il était alors dans une autre organisation où est-ce qu'il gérait là, les infrastructures d'une banque numérique aux États-Unis, à partir de Montréal, qui avait bâti une équipe autour de ça. Puis on se disait, bon, clairement, on a le skills, on a déjà fait de la fintech avant que la fintech, là, ça soit comme un buzzword ou quelque chose que les gens connaissent. Tu sais, quand nous, on faisait le paiement mobile, le mot fintech n'existait pas. Là. Fait que, on savait qu'on avait le skill set, on s'est dit c'est quelque chose qui nous intéresse, qu'on comprend extrêmement bien. Puis c'est quelque chose que le timing était meilleur que quand on a pensé au timing au début de la mobilité avec Mobilito. Fait que, on a parlé avec des amis, avec des gens, Daniel Robichaud,
Qu'est-ce que tu penses? On veut faire ça. Lui, à ce moment-là, euh, il commençait à s'impliquer dans Diagram Venture avec Oh, François Lafortune puis Paul, Paul Poix Desmarais. C'était comme un fit parfait. Il nous a dit, écoute, on cherche des entrepreneurs, on a des projets. Fait qu'on a exploré un paquet de différents projets avec Diagram. C'est intéressant. Moi, ma perspective, c'est que je voulais lancer une business B2B qui allait être globale. Finalement, il faut rester ouvert dans la vie parce qu'on a regardé différentes opportunités. Puis je me suis retrouvé à lancer une direct-to-consumer dans le marché canadien. Donc, comment c'est arrivé là? Ben, on a regardé différents verticaux, puis ça nous est paru évident qu'il y avait une opportunité dans l'hypothèque parce que ça peut être transformé par la technologie. Les processus, ils étaient encore très archaïques en 2018 au Canada. Il n'y avait pas d'autres joueurs. C'est un énorme marché, même si c'est seulement au Canada. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de lancer avec Diagram Venture. Nesto. et là, à ce moment-là, tu as plus d'expérience. J'imagine que tu as plus confiance également en tes capacités. Ça fait longtemps que tu es en affaires, tu as fait des gros projets. Bon, Mobilito, on s'entend, c'était dans le service, donc j'imagine que c'était autofinancé. On en a parlé brièvement, mais Payment Pin, est-ce que c'était autofinancé également de votre côté? Il y a eu un peu de financement qui a été mis dans la business, mais rien de comparable à Nesto. Fait que ça a été deux business, là, principalement bootstrap, là, qu'on avait lancé. Puis tu sais, je te remets, Ouais, là, en 2008, là, c'était très difficile de lever du capital là, au Québec. Là. Même dans le monde, là, mais spécialement. Là. ben oui. Hmm. Et bon, là, Nesto, vous arrivez, une vision grandiose, un marché qui est très large, une idée qui fait du sens, mais qui va avoir besoin de capital. Comment on approche, et peut-être pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, tu pourrais essayer de donner du contexte entre ce qui s'est déroulé sur un lancement de projet quand on est capable de le financer nous-mêmes et un lancement de projet qui va avoir besoin de capital parce qu'on doit bâtir la technologie, on doit bâtir les équipes et les revenus ne se font pas tout de suite. Comment qu'on aborde ces projets-là de manière différente? Ouais. Ben, tu sais, moi, je pense qu'on était dans un contexte unique où puis c'est encore le cas pour les entrepreneurs qui lancent des business avec Diagram. Là. Pour ceux qui ne connaissent pas, Diagram, c'est un incubateur qui incube des idées principalement puis des entreprises en fintech et aussi un fonds d'investissement qui injecte du capital directement au début en pré-lancement de l'entreprise. Fait que ce qui facilite beaucoup le lancement d'un projet, là, quand tu as un partenaire financier qui, au stade de l'idée, puis c'est rare qu'au stade de l'idée, tu peux avoir du capital. Euh, 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 on travaillait avec Diagram, où est-ce qu'ils nous ont financé essentiellement là, jusqu'à la série 1. On a fait rentrer Oh quelques wow. anges investisseurs pour amener un set d'expertise différentes autour de notre équipe, mais principalement, jusqu'à la série A, c'est quelque chose qui a été financé par Diagram. Hmm. Donc, Diagramme est capable de financer ce qui se déroule au départ. Et comment qu'on aborde un projet comme Nesto? Parce que, bien entendu, il y a plusieurs éléments qui sont excessivement complexes à bâtir. On vous a vu comme pas possible au niveau du marketing. J'imagine que tu as été capable d'apprendre la bonne école avec Cossette. Bien entendu, il faut bâtir la technologie. J'imagine ici, c'est ton collègue ou plutôt ton partenaire de toujours, Karim, qui est en charge de tout ça. Comment qu'on lance un petit peu ces types de projets? Quelles sont les premières étapes que vous mettez en place? Ouais, mais on s'est associé à deux autres cofondateurs aussi. Donc, Damien Charbonneau, qui était à ce moment-là chez Diagram Venture et qui est en charge de l'innovation. Fait que, honnêtement, c'est un peu lui là, qui est arrivé avec l'idée de Nesto, puis qu'on a fait évoluer ensemble. Puis, une autre personne qui est Chase Belair, qui a grandi dans une famille de courtage hypothécaire. Fait que ça nous prenait quelqu'un qui connaissait du Ben oui. sujet de l'hypothèque. On était les quatre cofondateurs. On avait un peu d'argent dans le compte de banque. On avait un whiteboard puis un petit bureau. Puis on a lancé. Puis ça a été comme toujours évolutif. Là. La première étape, ce qu'on s'est demandé, c'est est-ce qu'on est capable d'acquérir des clients en ligne
avec une brand que personne connaît pour, par la suite, les amener vers un produit hypothécaire euh, qui était comme d'autres. Donc, au début, là, c'était rien d'autre qu'un nom, un numéro de téléphone, puis un email, Nesto, sur une page web. Puis quelques taux hypothécaires là, pour les attirer, puis les convertir. Fait qu'on a testé notre marketing pour voir si on était capable d'acquérir un client à un coût qui fait du sens. Puis après ça, voir si Chase était capable de convertir au téléphone, puis de leur vendre. Fait que là, on était capable d'avoir un modèle de coût d'acquisition basic qu'on devait avoir assez confiance pour dire, OK, on va investir des millions de dollars dans cette business-là pour être capable de l'amener où on... Après ça, tranquillement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a rajouté des étapes l'application en ligne de produits hypothécaires. On a automatisé la collecte des documents, tout ça. Fait que c'est quelque chose qui a évolué à travers le temps. Fait que, merci à mes employés au début là, qui ont souffert avec nous pour juste sans technologie puis sans outils nécessairement, juste pour être capable de valider nos assumptions avant. J'adore l'idée ici. Une étape à la fois, vous confirmez votre vision, votre assumption marketing. Vous êtes capable de trouver, j'imagine, des ratios LTV à CAC qui font du sens. Vous êtes capable d'avoir confiance autour de ça et par la suite, vous bâtissez la technologie. Très bonne manière de voir les choses. Et dis-moi, tu as mentionné un point, vous avez testé au niveau du marketing numérique, si vous étiez capable d'aller chercher des clients en ligne. Mais là, de plus en plus, on vous a vu sur des médias traditionnels. Est-ce que c'est pour acquérir cette fameuse crédibilité-là que ça a été fait? Est-ce que ça a eu un changement fondamental dans votre acquisition de clients? Je serais curieux de t'entendre un petit peu le Malik qui a opéré dans le domaine du marketing pendant 8 ans chez Cossette, s'il peut nous expliquer un petit peu comment le marketing chez Nesto a été construit du numérique au traditionnel. Ben, ça a été long, hein, avant qu'on décide de faire du traditionnel. Là. Ben, ça a été long. Ça a pris pratiquement 2 ans ou 3 ans là, avant qu'on fasse nos premières campagnes pour les faire. Nos personnes fidèles. Là. Puis, tu sais, quand j'étais chez Cassette, j'ai découvert la valeur de la marque. Fait que, tu sais, il y a une valeur au branding, à la marque. Ça aide ton taux de conversion, ça aide ton taux de conversion, ça aide ton coût d'acquisition. C'est sûr que l'hypothèque, c'est un produit que il y a un certain niveau de confiance que tu dois avoir avec entre la marque et le consommateur. Puis c'est un peu dans cette optique-là qu'on a commencé à faire des campagnes de branding là, que vous avez pu voir à la télé, puis qu'on a fait à travers le Canada. C'est intéressant parce que encore aujourd'hui, on n'a pas fait de campagne cette année, mais encore aujourd'hui, les gens me parlent des campagnes de marketing l'année dernière. Ils pensent qu'on est encore à la télévision. Fait qu'il y a une valeur de confiance qui amène nos consommateurs Ben oui. le fait de se retrouver dans ces médias traditionnels-là. Ça a aidé avec un employeur, c'est-à-dire qu'on va y retourner. Donc, en gros, c'est ça. C'est d'aller chercher cette crédibilité-là, mais à la base, la majeure partie de votre acquisition, à mon avis, se fait en ligne, là, au moment où on se parle. Oh, oui, c'est clair. On a un grand nombre de partenariats là, à travers différentes plateformes en ligne. On est sur Google, on est sur Facebook. Un des partenariats avec Credit Karma, par exemple, là, qui est l'outil de Credit Score en ligne gratuit. Si tu vas à la section hypothèque, tout le trafic qui est dirigé par Nesto. Fait qu'on on a un paquet de partenariats qu'on a lancés Et bon, tu as mentionné qu'au départ, et ça c'est intéressant, avec Nesto, vous testez une approche, vous confirmez une thèse que vous aviez au niveau marketing avant d'aller plus loin au niveau de la construction de la technologie. Vous avez levé jusqu'à ce jour 160 millions de dollars, si je ne me trompe pas. Est-ce que cette vision-là a été la même un peu au niveau des investissements? Bien entendu, il y a tout ce qui s'est déroulé avec diagramme, comme tu l'as mentionné, mais est-ce qu'on est allé étape par étape pour lever de plus en plus d'argent ou ultimement, dès qu'on a eu les réponses qu'on avait besoin, on est allé chercher le capital nécessaire pour vraiment passer à un autre niveau? Ben, on a fait 3 rondes d'investissement, là, principalement. On a fait une série A au début de la COVID. Ça, c'était un moment intéressant. Là.
on avait besoin d'argent. Là. C'était pas juste ce qu'on voulait comme scaler. On avait besoin d'argent au début de la COVID. Moi, j'étais prêt à aller faire une tournée aux États-Unis, en Californie, à New York. Personne ne voulait nous voir. Nos revenus étaient tombés à zéro parce que tout était arrêté. C'était comme le pire timing ever à ce moment-là. On a quand même réussi à lever une série A de 3,5 millions. Là, par la suite, c'est comme tout a été transféré vers le numérique. Il y a eu un boom dans l'immobilier à travers le Canada. Fait qu'on honnêtement, on a eu une super vague là, qu'on a pu surfer pendant un an jusqu'à notre série B qu'on a faite en mai 2021. À ce moment-là, on voulait ramener plus de capital pour être capable d'aller chercher des parts de marché, déployer notre stratégie. Série B, notre pitch était on est un courtier hypothécaire, on va devenir un prêteur hypothécaire pour aller chercher plus de LTV et une meilleure expérience pour nos clients. Donc, c'est ce qu'on avait vendu à nos investisseurs. Puis, on voulait aussi ramener une expertise. Donc, on a été chanceux. C'était peut-être des années faciles. Là, en 2021, on a eu plusieurs term sheets. Puis, on a eu l'occasion de choisir nos investisseurs. On a choisi quelque chose qui est unusual. C'est 2 investisseurs opérateurs d'une entreprise qui ont vendu, qui s'appelait Assurance IQ, qui ont vendu à Prudential pour 2,4 milliards. Les 2 gars possédaient 100% de la business. Ils l'ont bâti et monté en 5 ans. Mais c'était une entreprise qui faisait la vente d'assurance en ligne aux États-Unis. C'est fascinant ce que nous faisions au Canada. Fait que leur skill set, leur bagage était tout à fait incroyable. Et ils ont co-lidé la ronde avec Portage. À ce moment-là, on a fait une ronde de 76 millions. C'est drôle parce que Paul III m'avait introduit à Mike Paulus, qui était un des 2 entrepreneurs dans l'assurance IQ. Et moi, j'avais mal compris. Il m'a dit, Mike était dans une entreprise qui s'appelle Assurance IQ. Puis j'ai fait un téléphone avec Paulus et il m'expliquait toutes les choses qu'il avait faites dans la compagnie. Et moi, j'essayais de l'engager pour venir travailler chez Nesto. Puis là, lui, il a dit, non, je vais l'idée de ta ronde d'investissement. Finalement, je ne viendrai pas travailler chez vous, mais je vais l'idée de ta ronde d'investissement. C'est une drôle de fois. Oh, wow. Et les 2 joueurs viennent dans l'organisation. Est-ce qu'ils travaillent, je dirais pas nécessairement quotidiennement, mais est-ce qu'au lieu d'être simplement des investisseurs, ils sont capables d'être quand même impliqués dans certaines décisions? Écoute, on a pris leur playbook puis on l'a ramené sur le marché canadien. Ils nous ont, là, ils sont un petit peu moins impliqués, là, mais au début, on avait des meetings presque à tous les jours avec eux, là, puis on saquait toute l'information qu'on pouvait avoir sur leur playbook, leur manière de faire. On leur amenait tous nos problèmes. Et, ils ont vraiment transformé la manière, puis accéléré la manière. C'est comme, faut être humble là, quand tu es entrepreneur. Quand tu vois quelqu'un qui l'a fait, qui l'a prouvé, qui a déjà eu toutes les cicatrices là, pour réussir à se rendre à un énorme succès. Pour nous, ça a été un super accélérateur. Wow! Incroyable! Là, pour continuer sur nos levées de fonds, on a bâti, on est devenu prêteur là, vraiment à la fin de 2021, où est-ce qu'on a transféré notre marketplace à courtier jusqu'à prêteur direct. On a bâti une équipe de capital de risque pour évidemment, on ne finance pas ça de nos levées de fonds. Là. C'est des équipes de capitaux de risque qui fondent les hypothèques. Et vraiment, ça, on a aussi ce qui est quelque chose d'unique, là, qui est vraiment une plateforme intégrée de gestion d'hypothèques au Canada. Fait que, nous, on a la plateforme d'origination, fait que les gens qui uploadent leurs documents, qui donnent leurs informations. On a des interfaces pour nos gens qui parlent au téléphone, qui donnent des conseils. On a des interfaces et des outils pour les gens qui prennent la décision de crédit. Et on gère également l'hypothèque, la collection des paiements dans le compte de banque des gens. On repaie les investisseurs. Et tout ça est hyper numérique et dans le cloud. Puis on est la seule plateforme au Canada qui existe comme ça, un set de données, une manière de faire. Donc, à ce moment-là,
l'année dernière, on s'est rendu compte que ça a beaucoup de valeur aussi pour les autres institutions financières. On a pris la décision de rendre disponible notre plateforme aux autres institutions financières. Puis ça a comme trigger notre troisième ronde d'investissement. On a fait un deal avec IG Wealth Management, là, anciennement Investor Group, où est-ce qu'eux venaient quelques milliards par année, ils avaient besoin de moderniser leur processus et leur plateforme. On a fait un deal avec eux, puis on a tout pris les hypothèques de IG et la gestion et l'origination, ainsi que leurs employés, puis on les a intégrés directement dans Nesto. Donc, en faisant ça, on a également fait une ronde d'investissement de 80 millions à laquelle IG a participé, à laquelle BMO, Banque nationale, nos investisseurs existants. Et à partir de là, quand on change un petit peu toute cette dynamique-là, quand on change un peu le modèle dans lequel on va travailler avec les clients, je serais curieux de t'entendre à quel point qu'on doit changer l'équipe. Il y a un dicton en anglais qui est souvent répété pour les organisations, c'est What got you here won't get you there. Soyons honnêtes, vous êtes passé de 16 employés à 310. Le modèle a quand même évolué assez rapidement. Est-ce qu'à ce moment-là, littéralement, on doit bâtir pas une nouvelle entreprise, mais quasiment? Non, ben, moi, je suis plus ou moins d'accord là, avec le dicton que tu viens de citer. Ça dépend de où tu pars puis comment tu mets ta formation. Moi, une chose que j'ai appris à travers mes deux autres entreprises puis mon expérience chez Pécossette, c'est you need the right people from the beginning. Fait que moi, on a décidé de over-invest dans des exécutifs rapidement. On a une suite d'exécutifs là, exceptionnels, là, des anciens de McKinsey, des anciens de Uber, des gens qui ont travaillé dans les grandes banques, des gens qui ont travaillé dans des joueurs américains super successful dans un domaine similaire à nous comme Rocket Mortgage. On a rapidement toujours décidé d'investir un peu à l'avance dans nos exécutifs pour être après ça en mesure de les écouter, de scaler de la manière qui allait nous diriger. Fait, je pense que dans cette optique-là, on a toujours eu une super équipe là, de direction qui nous a permis d'accélérer notre croissance là, comme on le voulait. Donc, c'était bien bâti dès le départ. Et cette croissance-là que vous avez eue en termes de clientèle, tu l'attribues à quoi? Qu'est-ce qui vous a vraiment donné le vent dans les voiles pour aller chercher ces clients-là? Parce que, bien entendu, vous avez une bonne équipe, tout ça, mais est-ce qu'il y a un stunt marketing? Est-ce qu'il y a un changement qui s'est déroulé dans le marché qui a changé un petit peu la dynamique d'acquisition de clients? Écoute, c'est sûr qu'on a été chanceux. Les deux plus grosses années hypothécaires de transactions immobilières, je pense, de l'histoire du Canada, c'est 2020 puis 2021. Fait, on était à la bonne place au bon moment. Okay? On va se le dire. Ça, c'est quelque chose que tu ne contrôles pas. Puis, ça, c'est une centaine, là, c'est des centaines de tweets qui ont fait qu'on a réussi à devenir successful dans notre stratégie d'acquisition. On s'est positionné sur une mission claire. Là, on voulait absolument être transparent et donner une super expérience à nos clients qui va être simplifiée du début à la fin. Je pense que notre obsession là-dessus qui a réussi à faire que on allait chercher client par client, puis tire le book qu'on a aujourd'hui. Et c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui attend Nesto dans les 12-24 prochains mois? Écoute, il nous reste beaucoup à exécuter. Nous, on est très excités par l'idée de continuer à bâtir notre base de clients à travers le reste du Canada, de continuer à offrir des expériences numériques uniques. On pense aussi qu'il y a une super opportunité avec notre Nesto Mortgage Cloud avec les institutions financières. Donc là, on a acheté une première institution qui est IG Wealth Management. On espère pouvoir d'autres là, dans les prochaines années. Je pense qu'à quelque part, on devrait réussir à atteindre un bon pourcentage du marché canadien de gestion des hypothèques du marché canadien avec notre plateforme de service, que ce soit avec financement ou avec des marques. Et bon, j'aimerais passer à des petites questions personnelles avec toi, Malik. Je suis toujours curieux de savoir ce que mes invités consomment comme contenu. Des livres d'affaires, est-ce que tu en lis un peu?
Oui, j'en lis tout le temps. Ça fait, tu sais, des livres d'affaires. Ça fait un petit bout que j'en ai pas lu un excellent, là. Je pense que le Hmm. meilleur que j'ai lu, là, pour un entrepreneur, il y en a d'autres qui te l'ont dit, là, The Hard Things About Hard Things, là. Mhm. Tu sais, je pense que c'est un des meilleurs livres d'affaires que j'ai lu là, sur la réalité d'être entrepreneur. À succès ou pas succès, tout le monde vit des souffrances, et comment que tu les gères, comment tu les considères. Donc, dernièrement, là, j'ai lu là, The Next Age of Uncertainty là, de Stephen Pollaz, là. Mhm. Très bon. Tu sais, très bon livre. On dirait qu'il voyait un peu dans le futur là, au moment où il a écrit ce livre-là. Fait que j'ai beaucoup aimé cette lecture-là. Intéressant. Podcast, est-ce que tu en écoutes un peu? En fait, je dois t'avouer que non. Je suis pas, j'écoute pas de podcast. Moi, quand je suis dans mon auto, soit je fais des appels ou j'écoute la radio par la camp. Puis, sinon, j'écoute pas de podcast. Ou, genre, pas assez pour que ça mérite que je mentionne, mais là, à part le tien. T'écouteras l'épisode qu'on a fait ensemble. C'est un excellent épisode. Je suis convaincu que tu vas Ah, aimer. Et on va voir. routine. Je suis toujours curieux de savoir les routines de mes invités. Est-ce que tu as une routine spécifique avant, pendant et après le travail? Ouais. Euh, tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs là, qui vont dire qu'ils aiment ça se lever à 3 heures du matin. Moi, j'aime vraiment pas ça, me lever tôt. Quand jamais de meeting, j'aime prendre un peu de temps le matin, lire le journal, voir ce qui se passe dans mon monde personnel sur Facebook. Je vais lire la presse d'un bout à l'autre à tous les matins. Je vais lire le Globe and Mail d'un bout à l'autre à tous les matins. Je vais prendre un café, et après ça, je vais m'en aller au travail. Puis souvent, là, j'essayais, là, j'essayais de me lever comme à 5h30, puis faire un paquet de trucs le matin, mais je trouve que c'est le meilleur habit que j'ai trouvé maintenant, là, c'est de prendre le temps, puis de faire ça. C'est Hmm. par exemple, une fois On- que j'arrive au travail, il n'y a comme pas de pause jusqu'à 7h le soir. Euh, Comme ça, je me redirige vers la maison. J'aime aller au bureau. Je suis content qu'on ait recommencé à aller au bureau. Là, je te parle de chez moi aujourd'hui. Vendredi, habituellement, je le fais chez moi. Mais sinon, là, je suis allé 4 jours semaine Au au bureau. bureau, puis on est avec les équipes. Fantastique. Écoute, Malik, entreprise incroyable, c'est fantastique de vous voir aller, cette croissance que vous avez eue, l'ambition que vous avez également. Je trouve ça totalement formidable. Si les gens veulent en savoir un petit peu plus, peut-être qu'il y a des gens qui ont des besoins pour les prêts, pour les hypothèques. On vous retrouve sur votre site Internet, j'imagine. Exactement, nesto.ca. Puis on a aussi plusieurs postes disponibles sur le site là, si vous voulez venir travailler chez Nesto. On mettra les liens dans les notes de l'épisode pour les postes et également si on a besoin de vos services. Malik, merci énormément d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Ce fut totalement fascinant. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.